Bonjour, bienvenue dans Parole du Monde. Le président de l'autorité palestinienne décrète des élections en janvier prochain. Aussitôt, le Hamas annonce qu'elles seront interdites dans la bande de Gaza. Le dossier cette semaine est consacré aux tensions interpalestiniennes. Au sommaire également, la situation politique en Guinée après le massacre d'au moins 150 opposants dans un stade de Conakry le 28 septembre dernier. Et on commence comme d'habitude par notre tour du monde des télévisions étrangères. Voici Écran d'ailleurs, préparé par Paul Bouffard. Pour son premier passage à la télévision britannique, le politique d'extrême droite Nick Griffin est malmené par un public souvent hostile. En direct, le leader du British National Party tente de vendre sa formation et se défend d'être un nazi. My father was in the RAF during the Second World War. I am not a Nazi. I never have been. But if you look at some of the things I'm quoted as having said in the Daily Mail today and so on, I'd be a monster. Those things are outrageous lies. Which is the untrue quote that's been said about you? The Holocaust denial, possibly? The vast majority of them. Far too many to go into, En direct et par satellite depuis la Maison Blanche, Michelle Obama s'est prêtée au jeu des 10 questions pour le Jay Leno Show. Contenu dans son iPod, déguisement de Malia et Sacha pour Halloween, tout est passé au crible, même les petits secrets du couple présidentiel. After the president delivers a great speech, you both whisper to each other. What do you say to each other? Well, what I can share on national TV, you mean? Yeah. I usually tell him ask him, did he take out the garbage? Wow, really? Wow, really? All right. Négociations sur le gaz russe, football et grosses voitures au menu de la rencontre entre Vladimir Poutine et son homologue italien Silvio Berlusconi. Une visite très rythmée pour le Cavaliere qui a eu le droit à un vol surprise sur le nouvel avion amphibie russe. L'Iran est prêt à la coopération. Réponse de Mahmoud Ahmadinejad à la proposition que lui ont faite les puissances occidentales la semaine dernière à Vienne sur le nucléaire. Cet accord prévoit que Téhéran livre une partie de son uranium en Russie pour le faire enrichir là-bas. Le président iranien estime que l'Occident est passé de la confrontation à la coopération. À La Haye, la manifestation des mères et femmes de victimes bosniaques lors du génocide de Srebrenica. Le procès de Radovan Karadzic s'est ouvert cette semaine devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, mais sans l'intéressé qui a boycotté l'audience pour préparer sa défense. L'ancien chef des Serbes de Bosnie, principal artisan de la purification ethnique, doit répondre de 11 chefs d'inculpation, dont génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le chiffre de la semaine, plus 638%, c'est l'augmentation du budget de la présidence vénézuélienne que vient de décider Hugo Chavez. Parmi les postes importants du budget 2010, les déplacements du chef de l'État à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. El Presidente dépense également 240 000 € par an pour ses costumes et chaussures et 61 000 € en blanchisserie. Les députés britanniques appelaient eux en revanche à se serrer la ceinture après le scandale des notes de frais. Un projet de réforme du député Christopher Kelly prévoit d'interdire certaines pratiques. Par exemple, se faire rembourser un crédit immobilier contracté pour une résidence secondaire ou employer un membre de sa famille dans son équipe. Disposition qui met les épouses des parlementaires en émoi. Un tiers des membres de la Chambre des communes salarient l'un de leurs parents. Condamnation internationale après un attentat particulièrement meurtrier au Pakistan. L'explosion d'une voiture piégée a fait plus de 100 morts et 200 blessés sur un marché bondé de Peshawar, et ce, à l'occasion d'une visite de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. These attacks on innocent people are cowardly. They are not courageous. They are cowardly. This is a critical moment. And the United States seeks to turn the page to a new partnership with not only the government, but the people of a democratic Pakistan. Autre attaque en Afghanistan, comme il l'avait annoncé, les talibans vont tout faire pour perturber le déroulement du second tour de l'élection présidentielle. Un attentat à Kaboul a tué 6 personnes de l'ONU cette semaine. Image décryptée par Mireille Lemaresquier, la chef du service Monde de France Info.
Sur cette photo, deux gardes afghans qui sont devant le foyer d'hôtes des Nations Unies. La cible des attentats était le personnel de l'ONU, avec 6 employés expatriés de l'ONU qui ont été tués. Et également un deuxième attentat ce jour-là, c'était le 28 octobre à Kaboul, dans le centre de Kaboul. Deuxième attentat visant l'hôtel international de Kaboul, qui est le Serena. Donc multiplication des attentats en Afghanistan, multiplication des attentats à Kaboul, qui était considérée jusqu'à présent comme la ville la plus sûre du pays. Et surtout, la revendication quasi immédiate des talibans, du mouvement des talibans, qui qui déclare que c'est la première étape d'une campagne de déstabilisation visant le scrutin du deuxième tour qui va se tenir le 7 novembre. La situation en Afghanistan est de pire en pire. L'année 2009 va être l'année la plus meurtrière, avec 445 soldats étrangers tués. La moitié de ces tués sont des soldats américains d'ailleurs. Donc la situation est assez catastrophique, avec surtout une incertitude que vont faire les Américains. Barack Obama examine la stratégie américaine en Afghanistan depuis des mois. Il en est à son 6e conseil de guerre et il n'a toujours pas pris de décision. Et un signe qui est quand même très fort, qui parle beaucoup, il y a un diplomate à Kaboul, un diplomate américain qui s'appelle Matthew Hu, qui a 36 ans, qui était en poste à Kaboul et qui a démissionné, qui a remis une lettre au Pentagone en disant je pars d'Afghanistan, je ne veux plus rester en Afghanistan, parce que ce n'est pas que je ne sois pas d'accord avec la façon dont on fait la guerre en Afghanistan, c'est que je ne comprends plus ce que je fais aujourd'hui en Afghanistan. Voilà, il y a noté que Ronan Farrow, le fils du réalisateur Woody Allen et de l'actrice Mia Farrow, a été nommé conseiller de Richard Holbrooke, l'envoyé spécial des États-Unis en Afghanistan et au Pakistan. Notre dossier cette semaine est consacré aux tensions inter-palestiniennes et pour en parler, In Khoury, la déléguée générale de la Palestine en France. Bonjour. Bonjour. En face de vous, Jean-Paul Chagnolo, politologue, grand spécialiste de la question palestinienne et auteur de nombreux ouvrages, dont quelques idées simples sur l'Orient compliqué. Alors le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a convoqué des élections générales le 24 janvier prochain. Le Hamas a annoncé immédiatement qu'elles seraient interdites dans la bande de Gaza. In Khoury, le Hamas accuse Mahmoud Abbas d'usurpation de pouvoir. Quelle autorité a-t-il aujourd'hui, d'après vous, sur les Palestiniens? Il a toute autorité. D'ailleurs, il y a une loi des élections qui a amené Hamas au pouvoir, qui clairement dit que pour une seule fois, c'est possible de mener les élections présidentielles et juridiques, législatives en même temps. Et ça doit être en janvier 2010. Tout le monde le savait. C'est tout à fait constitutionnel. Et maintenant que le temps est venu pour appeler les préparations à ces élections, selon cette constitution ou la loi fondamentale, alors le président a rappelé et a demandé au comité indépendant pour préparer ces élections. C'est aussi simple que ça. Je trouve quand même l'argument de Hamas ne tient pas. Il y a une position de Hamas qui est contre cet accord qui était préparé par l'Égypte pour une réconciliation palestinienne. Qui a été reporté sine die, hein. Qui était signé par le Fatah. Elle n'était pas signée par le Hamas. Alors, ils ont cherché quelques excuses. C'est très triste que ces intérêts factionnels qui gagnent sur l'intérêt national. D'abord, c'était les résultats de report de rapport Goldstone et plus tard, c'était d'autres questions. On va y revenir en détail sur ces élections. Certes, ça répond à la Constitution, nous dit In Khoury. Malgré tout, quand le pouvoir est aussi morcelé dans les territoires palestiniens, à quoi ça sert d'organiser de telles élections? Écoutez, mon analyse serait que le président Abbas a raison de prendre en compte les exigences constitutionnelles sur le plan juridique. Mais sur le plan politique, ce serait à mon avis désastreux, tout simplement pour les Palestiniens, toutes tendances confondues, d'organiser des élections simplement sur un petit bout du territoire palestinien qui leur reste. Donc c'est désastreux, pourquoi? Parce que je crois que s'il y avait des élections le 24 janvier, elles n'auraient lieu qu'en Cisjordanie, peut-être même pas à Jérusalem-Est, parce que le gouvernement de droite et d'extrême droite israélien fera tout pour empêcher le déroulement d'élections à ce moment-là. Et puis, ça n'aura pas lieu, donc vous venez de le rappeler, à Gaza. Ce qui veut dire que ça va rigidifier encore la séparation entre le peuple palestinien, ceux de la Cisjordanie et ceux de Gaza. Donc c'est une absurdité politique. Et puis je crois qu'il faut donc, avant toute chose, qu'il y ait, même si c'est incroyablement difficile, un minimum d'unité nationale, non pas pour gouverner, mais au moins pour se définir les règles. Et donc l'accord interpalestinien évoquait le mois de juin. Il faut se donner cette lecture-là, cet avenir-là, ce délai, et surtout, je crois, on pourra peut-être en reparler,
dire que des élections comme ça n'ont aucun sens, si ce n'est pas lié à la négociation sur un État palestinien, donc sur un processus de paix. Autrement dit, ça doit être une étape fondatrice d'une négociation qui recommencerait, une négociation qui aboutirait à un État palestinien, sinon il vaut mieux ne pas faire du tout d'élection. Voilà. Donc ça peut être pire que ça l'est déjà actuellement, à votre avis? Voilà ma position, je dis pas que c'est simplement une analyse. Pourquoi est-ce que Mahmoud Abbas convoque des élections? Est-ce que c'est pour forcer le Hamas à venir vers la réconciliation? Non, je sais bien qu'il y a des risques dans cette décision de lancer les élections en janvier prochain. Mais quelles sont les possibilités devant le président Mahmoud Abbas après ces quelques mois où on a espéré... Est-ce qu'il va se représenter d'ailleurs? Non, mais regarde, d'abord il faut regarder les questions. Il y a quelques mois que le président Mahmoud Abbas est mis sous une immense pression pour donner encore des compromis. Alors, dans le rapport de force qui est dans la région, que Israël décide ce qui doit se passer. On a vu l'histoire de gel de colonisation et où on est maintenant avec l'Europe, mais aussi surtout avec l'administration américaine. On est complètement coincé. On essaye. C'est ce que le président essaye de faire. Il a cédé du terrain. C'est de soutenir l'infrastructure d'un État futur. C'est ça le projet de Mahmoud Abbas. Un projet d'établir un État politique. Mais Salam Fayyad, il a préparé tout un programme pour renforcer les institutions publiques. Comment est-ce qu'on peut préserver la possibilité d'établir un État? Il faut d'abord préserver les lois fondamentales. Il faut lancer les élections aussi pour un retour au peuple, pour qu'il aussi s'il décide d'un projet politique futur. Alors là, il n'avait pas beaucoup de choix. Surtout, il était très déçu par le manque de soutien de toute la communauté internationale, malgré les déclarations très positives pour avancer le processus politique. Alors, dans ce cadre-là, il faut, c'est-à-dire pour avoir les élections, on sait très bien qu'il faut qu'il y ait des conditions qui mènent à faire ces élections. Est-ce qu'on sera capable de faire les élections à Jérusalem? Israël a dit toujours non. On a eu toujours besoin de la communauté internationale pour insister que les élections soient faites à Jérusalem. On a besoin d'unité. Ça reste une priorité et on travaille là-dessus. Hamas n'a pas dit son mot final sur la réconciliation. Il peut y avoir des rapports de ces dates, mais il fallait les appeler pour la raison politique et préserver une infrastructure possible d'un État, et puis pour rappeler que le peuple doit décider quand il y a un désaccord entre les différentes parties politiques. Alors c'est vrai qu'on le sent complètement au bout du rouleau, Mahmoud Abbas. Et puis il a été obligé de céder du terrain. Au départ, le gel de la colonisation était un préalable absolu à toute négociation avec Israël. Finalement, il s'est assis à table avec le Premier ministre israélien, malgré l'absence de gel de colonisation. Et puis il y a eu ce fameux rapport Goldstone que vous évoquiez, donc qui parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, dont l'examen par l'ONU a été reporté, et le Hamas accuse Mahmoud Abbas d'avoir cédé à la pression. Finalement c'est passé à l'ONU. Finalement c'est passé. Oui, au départ, dans un premier temps, il a été reporté. On lui reproche quoi, en fin de compte? De ne pas être assez ferme, charismatique, de ne pas être la bonne personne à ce rôle-là? Je crois que c'est pas tellement la bonne personne, c'est que ce rôle-là est impossible. Enfin, la marge de manœuvre est tellement limitée. Il est pris de partout, interpalestinien, on l'a vu. Il est pris évidemment par l'occupation, et d'abord l'occupation israélienne, et puis par un manque de soutien de la communauté internationale. Comment? Est-ce qu'il a accumulé les faux pas? Écoutez, je crois qu'il a eu quelques bonnes idées, et que là, par exemple, c'en est une mauvaise. À mes yeux, c'est une mauvaise idée. Et je pense que oui, parce que c'est très bien de vouloir respecter la Constitution, mais je veux dire, à quoi ça sert? À la limite, on a l'impression qu'il y a une autorité palestinienne, qui a un pouvoir et qui serait légitimée par le peuple. Je comprends très bien ce raisonnement-là, mais c'est pas vrai. Il y a pas d'autorité palestinienne. Ils sont complètement étouffés par l'occupation. Donc posons les problèmes là où ils sont, à sa racine, et à la limite, il vaudrait mieux que l'autorité soit dissoute. Ça serait plus clair. Il y a une occupation, et prenons les choses comme ça. Moi, je serais assez radical dans cette. Et donc plus du tout de pouvoir. Non, mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est une plaisanterie. Ils sont sans arrêt dans la domination de l'occupation. Donc je crois que c'est ça. Alors évidemment, j'en rajoute un peu trop peut-être, mais c'est un peu la réalité. Il faut pas oublier ça. Donc moi, je crois que, par exemple, juste un exemple simple pour que vos téléspectateurs comprennent, exiger qu'il y ait une liberté de circulation pendant les élections, enfin donc quelques semaines avant, ça implique la levée des barrages. Bon, si on n'a pas cela, c'est pas la peine de faire des élections. Et si on a cela, la levée des barrages et la liberté de circulation, aussi bien en Cisjordanie et à Gaza, et entre Gaza et Cisjordanie, ça veut dire que c'est un premier pas vers une situation différente qui pourrait conduire à une négociation politique. C'est ça que je crois fondamental, et on pourrait multiplier, enfin on pourrait dire 3 ou 4 conditions fondamentales comme celle-là. S'il n'y a pas ça, ça sera une illusion d'élection, une illusion de pouvoir. Pour des bonnes raisons, bien entendu, qui sont la conformité à la Constitution, mais une Constitution. Mais comment on crée un pays, palestinien, si on dissout l'autorité palestinienne?
On essaye de dire, ouvrir une fenêtre pour maintenir ce projet politique. Établir un État palestinien, c'est ça, c'est ce qu'on essaye de réaliser. Mais je suis tout à fait d'accord avec Jean-Paul, la situation devient complètement impossible. Alors, sur le niveau politique, c'est un projet de la communauté internationale d'établir un État à côté d'Israël, un État palestinien. Et la communauté internationale ne cesse de donner l'Israël la carte blanche pour continuer, pas seulement avec l'occupation, mais avec les crimes de guerre qu'on a vu avec le rapport Goldstone, l'utilisation et l'exploitation de l'eau à coût des Palestiniens, comme on a vu le rapport Amnesty. Il y avait un rapport de Save the Children sur la situation des enfants. On a vu les démolitions de maisons à Jérusalem-Est. Voilà, il y a toutes des mesures d'occupation, mais aussi de violation des droits des Palestiniennes qui mènent ce projet d'établir un État complètement absurde. Un projet dans un même, parce que la situation sur le terrain s'empire d'une manière très très dramatique. Et tout le monde de manière, mais il y manque la volonté politique de la communauté internationale, surtout des États-Unis, et je veux dire de l'Europe, qui a aussi des responsabilités. Donc vous attendez quoi en fait aujourd'hui? Comment? Qu'est-ce que vous attendez? Vous parlez de la responsabilité de la communauté internationale? Tout simplement, Obama déjà a dit il faut appliquer le feuille de route, que tout le monde soit responsable devant ses obligations, ainsi Israël. Donc, Israël ne refuse de mettre en œuvre ses propres obligations, bien on laisse passer et on recommence avec un autre plan. Le plan, c'était les négociations étaient déjà faites d'une grande partie pendant le gouvernement Olmert. On est arrivé au ce qu'on appelle Annapolis Deposit, c'est-à-dire il y a des deux positions qui se sont rapprochées. Il y a un petit écart sur les négociations de statut final. Il y a des références claires. Les Américains ont accepté que les références sont les frontières de 67, Jérusalem-Est comme capitale, les frontières sur le vallée de Jourdain, sur la mer Morte, et tout cela soudain change. Et même, je vois même le discours en Europe. Et cela, c'est très décourageant. On se soutient de quoi? Quel soutien on a? C'est un projet qui devient tout à fait absurde, ou bien la communauté internationale est sérieuse et elle prend certaines mesures pour faire pression à Israël, pour qu'il agisse comme le reste du monde, dans le cadre de droit et les accords signés, ou bien ce projet est menacé, cette fois-ci, je crois, mais quand même, la responsabilité des Palestiniens eux-mêmes, comment on peut réconcilier les deux parties, sachant que le Hamas et le Fatah n'ont pas du tout la même stratégie vis-à-vis du processus de paix, vis-à-vis d'Israël? Je crois que c'est absolument fondamental. C'est-à-dire s'il n'y a pas une capacité de ces deux principaux mouvements de la société palestinienne sur le plan politique, s'ils n'ont pas la capacité de se rassembler à minima, ne serait-ce que pour fixer, je répète, les règles du jeu. Mais il y en a un minimum sur lequel ils peuvent se rassembler? Je pense je ne sais pas s'il y en a. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y en ait. Sinon, ils vont tous à la catastrophe, je veux dire. Donc et certains responsables du Hamas que je connais sont sur une ligne plus modérée. Enfin, il y a des débats au sein du Hamas comme il y en a au sein du Fatah, je veux dire. Donc c'est complexe. C'est pas le Hamas monolithique contre le Fatah monolithique. C'est plus complexe que ça. Donc c'est je crois indispensable. Cela dit, il faut bien voir que les conditions que Inkouri rappelait à l'instant de la communauté internationale sont fondamentales. Autrement dit, s'il n'y a pas une perspective véritable d'ouverture politique vers un État palestinien, on tourne en rond. Donc c'est pas la peine de faire semblant d'avoir des élections ou semblant de respecter une constitution qui ne sert à rien. S'il n'y a pas d'État en perspective, on a promis aux Palestiniens au moins 3 ou 4 fois un État, en 99 par exemple, en 2003, en 2005, enfin c'est régulier et rien ne se passe, mais absolument rien. Sauf la lâcheté de la communauté internationale ou des reculs ou des régressions ou de l'Europe. Donc il y a une chose à faire, appliquer certains textes comme la feuille de route que vous évoquiez, Inkouri. C'est par exemple convoquer une conférence internationale, comme on avait fait ça à l'initiative des Américains, je le rappelle, donc c'est pas utopique, c'était en 1991 à Madrid. À l'époque, c'est James Baker et Bush père, James Baker le secrétaire d'État, et Bush père qui était le président, ils ont convoqué, malgré les résistances et les réticences terribles des Israéliens, une conférence internationale. Eh bien c'est ça qu'il faut faire, je crois. Ok, merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, une chose sur laquelle vous êtes d'accord, c'est le pessimisme qu'on sent très bien. Un mot, non. Si jamais il y a un État demain et présenté aux Palestiniens, il n'y aura plus des accords internes palestiniens, je vous assure. Si demain on a un État dans les frontières de 67, comme selon le droit international, on n'aura plus de problèmes internes, et ça j'en suis sûre, et on peut avancer par la paix. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. On passe à la revue du web, elle est préparée par Paul Bouffard. Tour du monde des conflits sur la toile. Avec son site internet, la télévision suisse, associée à la Croix-Rouge, plonge les internautes dans les guerres oubliées. Objectif, décrypter les causes et enjeux de ces rivalités. Haïti, Yémen et même Sierra Leone. En ligne, le témoignage d'un ancien enfant soldat. It was carrying loads for the rebels, but whenever there is target on the way, they will use ammunition to fight.
Révolution invisible, désormais le site de la Maison Blanche fonctionne grâce à un logiciel libre. Autrement dit, chaque internaute peut accéder au squelette du site et récupérer les vidéos du président ou encore tous ses discours. Barack Obama applique ainsi sa politique de transparence sur le net. Les autorités russes veulent investir le monde des geeks et autres fans d'informatique. 5 millions de roubles pour innover sur la toile. Blogs, réseaux sociaux, rien ne leur échappe. Parmi les internautes les plus actifs, le président, Dmitry Medvedev, est adepte de la toile, Facebook, mais aussi un blog présidentiel qu'il alimente chaque semaine avec de nombreuses vidéos. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Caroline. Vous êtes chef des informations à Courrier International. Cette semaine, vous nous parlez de Brunei. Alors déjà, peut-être faut-il rappeler où ça se trouve. Oui, parce que c'est tout petit, hein. C'est un tout petit territoire encaissé en Malaisie. C'est un sultanat pétrolier et qui est dirigé par la même famille depuis le XIVe siècle, la famille Bolkiah. Alors, ça fait un petit moment, ça fait plus de 6 siècles quand même, c'est pas mal. Alors, c'est un petit émirat pétrolier, c'est à ce point qu'il faut que on pourrait parler quasiment de chiffre d'affaires pour ce sultanat qui est de quelque chose comme 20 milliards de dollars. Vous imaginez 20 milliards de dollars pour un territoire grand comme un département français où il n'y a pas plus de 400 000 habitants, ça fait 55 000 dollars par habitant. Pour titre de comparaison, la France, qui a beaucoup travaillé quand même, à s'enrichir, eh bien, c'est 33 000 dollars seulement. Alors, que se passe-t-il à Brunei? Des histoires que j'adore, on dirait Dallas au carré. Les deux frères, le sultan qui dirige le pays, bien sûr, et son frère Jeffrey, eh bien, sont fâchés à mort et depuis des années, parce qu'on soupçonne le petit frère d'avoir détourné 14 milliards de dollars. Et oui, dans les sultanats pétroliers, ça se passe à coups de milliards de dollars. Alors, procès après procès, ça a duré des années, ça a coûté des centaines de milliers d'euros en avocats, des millions d'euros, pardon, en avocats, et ça s'est terminé évidemment. Ces jours derniers, quelques jours dans la mosquée du pays, se sont réconciliés. Alors on se croirait dans Gala, en fait c'est plus intéressant que ça. Pourquoi? Parce que ces petits sultanats pétroliers, ces petits confettis dont on a l'habitude d'empire ou de territoires dont on a l'habitude de dire qu'ils sont richissimes, eh bien ne vont pas du tout s'appauvrir avec la crise. C'est ça qu'il faut retenir. Tous ces pays qui aujourd'hui disposent de la ressource pétrolière, non seulement ne vont pas s'appauvrir, mais au contraire vont beaucoup profiter des années qui viennent, et de la croissance qui va revenir, et de l'appauvrissement en ressources pétrolières. Autrement dit, ce genre d'histoire à coût de 14 milliards d'euros, eh bien c'est pour aujourd'hui, mais c'est certainement pour demain aussi. Oui. On en reparlera donc. Merci Anthony, à la semaine prochaine. En Guinée, l'Union européenne décrète des sanctions et un embargo contre la junte au pouvoir, une mesure décidée en réponse à la répression sanglante d'une manifestation d'opposants qui a fait au moins 150 morts le 28 septembre dernier. L'ONU a demandé une enquête internationale et la France a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays. À la tête de l'État, vous nous en aviez parlé d'ailleurs Anthony, un personnage haut en couleur, Moussa Dadis Camara, que l'armée a imposé en décembre 2008. Au départ, il avait promis d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. En fait, aujourd'hui, le pays ressemble à une dictature militaire. Christophe Windman est l'un des rares journalistes français à avoir pu entrer en Guinée, parce qu'aujourd'hui, tous les journalistes se font refouler. Il a rencontré Moussa Dadis Camara. Son reportage a été diffusé dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Voici son témoignage. J'ai la tête sur les épaules. J'ai un 6e sens. Ça ne plaît pas. Mais ça plaît au bas peuple. Mais ça ne plaît pas aux nantis. Alors le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est un président relativement jeune puisqu'il a 44 ans. Il est d'une ethnie minoritaire en Guinée qui est une ethnie dite des forestiers, qui est de l'intérieur des terres. Alors cet homme est un homme sans doute assez simple à l'origine. C'est pas un type qui a fait de grandes études. Et il était simple capitaine dans l'armée. Il était responsable du carburant dans le camp qui sert de QG à l'armée guinéenne à Conakry. Et il a été placé à la tête du pays il y a moins d'1 an par les militaires qui de fait dirigent ou en tout cas tiennent ce pays depuis 50 ans. Donc c'est un personnage fantasque, extravagant, qui au départ est arrivé au pouvoir finalement avec une image plutôt positive, parce qu'il a promis la démocratie, il a promis des élections présidentielles, il a promis qu'il ne se présenterait pas, et finalement apparemment il a pris goût au pouvoir et son avis a évolué et il n'exclut maintenant plus de se présenter aux élections. C'est le phénoménal patriote Dadis, le phénoménal. Et en même temps, il reçoit dans son lit. Alors, il reçoit dans son lit parce qu'il veut montrer qu'il est un homme simple. Il veut montrer que lui n'a pas déménagé dans le grand palais présidentiel qui existe, qui est un palais relativement chic, évidemment. Il veut montrer que lui, il est resté avec ses hommes dans sa caserne, qu'il n'est pas un homme attiré par l'argent,
Il a d'ailleurs, quand il arrive au pouvoir, lutté apparemment véritablement contre la corruption, qui est un des grands malheurs de ce pays. Et donc il veut absolument montrer ça. La journée du 28 septembre dernier s'est terminée dans le sang. Ce jour-là, 50 000 personnes défilent dans les rues de Conakry contre la candidature de Dadis. Le 28 septembre, on a pu se procurer sur place des images. On comprend bien ce qui se passe sur ces images, c'est qu'on voit effectivement cette manifestation du 28 septembre qui est une manifestation contre la candidature de Dadis, une manifestation pour la démocratie. Il y a des dizaines de milliers, des dizaines et des dizaines de milliers de Guinéens qui défilent dans les rues ce jour-là et qui libèrent leur parole. Ils hurlent dans les rues ce qu'ils ne peuvent jamais hurler d'habitude contre l'armée, contre le pouvoir militaire. Il y a des heurts dès le départ de la manifestation avec les forces de l'ordre. Donc c'est pas une manifestation pacifique, mais c'est pas non plus un déchaînement de violence des manifestants. Ces gens-là arrivent au stade, et à ce moment-là, nous, sur les images qu'on a rapportées, on voit précisément les militaires arriver aux abords du stade, et on entend des centaines de coups de feu. Et on voit ces corps sortis du stade par les survivants, des dizaines de corps, tués, blessés par balles, beaucoup aussi effectivement écrasés par la foule dans la panique, beaucoup d'enfants même, des images qu'on n'a pas diffusées parce qu'elles étaient insoutenables, des images également de femmes, à moitié dévêtues, certaines blessées gravement. C'était un massacre absolu et voilà. Et le témoignage des nombreux viols qui auraient eu lieu apparemment dans le stade sont également édifiants. Aidez-nous, aidez-nous. Nous n'allons pas nous massacrer, monsieur. Aidez-nous, je vous en supplie. Est-ce que le pays est seulement tenu? Il y a cette armée qui le tient, mais elle le tient à sa manière, une manière désordonnée, une manière en partie corrompue. Les militaires, les bérets rouges, nous avons vu, nous, des bérets rouges, la nuit, rançonner les gens à des barrages routiers. Il y a une vraie vacance malgré tout du pouvoir et le pays, on sent que le pays n'est pas tenu et qu'il est peut-être, certains disent, au bord d'une guerre civile. Les témoignages qu'on a pu recueillir, nous, la population a peur. Il y a beaucoup de gens vraiment terrorisés parce que les militaires vont dans les quartiers, les militaires font des exactions régulières et personne ne semble à l'abri aujourd'hui. Il y a des ambassadeurs étrangers qui ont été pris à partie par les militaires, il y a des hauts dignitaires de l'opposition qui ont été dont la maison a été saccagée, qui ont été menacés chez eux par des militaires dont on ne sait jamais s'ils agissent sur ordre ou s'ils ont décidé un beau jour pour gagner un peu d'argent d'aller piller tel ou tel endroit. Donc non, c'est l'angoisse, c'est l'angoisse. Nous, on est arrivé à un moment où justement la junte et Dadis Camara avaient envie de communiquer. Elle ressentait le besoin de dire justement le massacre du stade, c'est un épisode malheureux, mais qui n'est pas représentatif de notre politique, qui est quelque chose, voilà, c'est un dérapage, c'est arrivé, on en est désolé. Ils avaient besoin de se justifier, ils avaient besoin de montrer là, une image que eux trouvaient positive. Hein. Et là, ils se sont rendus compte que c'était une communication qui marchait pas vraiment. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont finalement arrêté de parler aux journalistes étrangers. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir comme d'habitude sur notre site internet publicsena.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer vos réactions et vos commentaires. À très bientôt pour de nouvelles paroles du monde. J'ai invité cette semaine Renaud Dely et Denis Westhoff. Renaud Dely pour son livre Besancenot, l'idiot utile du sarkozysme. C'est sur l'alliance objective qui existe à ses yeux entre le président de la République et le leader de l'extrême gauche trotskiste. Et Denis Westhoff qui est le fils de Françoise Sagan et qui vient d'obtenir courageusement la réédition des œuvres de sa mère. Je vous retrouve du lundi au jeudi à 22h pour un nouveau rendez-vous d'actualité, des débats, des invités et une exigence à être au plus près de l'information qui vous concerne. Et dans le débat cette semaine sur Public Sénat, on va parler poids, surpoids et même obésité. C'est la question majeure de santé publique. Il faut savoir par exemple que 16% des enfants en France en sont victimes. Le surpoids et l'obésité, c'est dans le débat de Public Sénat. Le jeudi, Public Sénat vous transporte en Europe et dans le monde. Parole du monde, présentée par Caroline Delage, est une fenêtre sur les évolutions de la planète. Le rendez-vous de l'actualité internationale en partenariat avec France Info et Courrier International.
Europe Hebdo vous invite à suivre l'actualité de Bruxelles à Strasbourg. Une coproduction LCPAN et Public Sénat, présentée par François Baudonnet et Katia Gilder. Les jeudis d'ailleurs, c'est sur Public Sénat à 18h30 et 22h30. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct sur la chaîne parlementaire de 19h30 à 21h. Dans quelques secondes, l'info politique avec Émilie Refait. Et puis dans Ça vous regarde ce soir, on s'intéresse aux livres électroniques, nouveaux produits culturels. On en parle. Est-ce que c'est la fin du livre papier? On va bien sûr essayer de répondre à cette question. Est-ce que sans en avoir pris pleinement conscience, eh bien notre bibliothèque va ressembler à ça, à ce livre numérique qui peut contenir des milliers d'ouvrages? On en parle avec vous parce que vous avez beaucoup réagi ce soir. Internautes, beaucoup de questions sur le site lemonde.fr et beaucoup de questions aussi sur le monde, www.lcpan.fr. On fait le point avec vous. Qu'est-ce que le livre? Quel est le sens de ce nouvel objet culturel? On en parle ce soir. Dans Ça vous regarde. Puis on écoutera évidemment les questions de nos internautes, de nos sentinelles citoyennes. D'abord l'info politique, comme chaque soir, avec Émilie Refait. Bonsoir à tous, il est 19h30 tout de suite, les principaux titres de l'actualité politique de ce jeudi 29 octobre. Une actualité largement parlementaire ce soir avec la suite de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Les députés socialistes ont dénoncé aujourd'hui le poids des lobbies du tabac et de l'industrie pharmaceutique dans le débat parlementaire. La suppression des avantages fiscaux des sportifs professionnels a également provoqué beaucoup de remous cet après-midi dans l'hémicycle. La montée des critiques contre le dispositif gouvernemental de vaccination anti-grippe A. Alors que le virus se propage, seuls 17% des Français comptent aller se faire vacciner, selon un sondage. Enfin, direction Bruxelles pour le Conseil européen, objectif des 27, le sommet de Copenhague bien sûr, mais aussi l'adoption du traité de Lisbonne, toujours suspendu au vote tchèque. En coulisses, on ne parle que du futur président de l'Union. La liste des postulants s'allonge. Bienvenue dans ce journal. L'Assemblée a finalement tranché sur les avantages fiscaux des sportifs professionnels. Ils seront supprimés. L'amendement déposé par le député UMP Yves Bur a été voté par 91 voix contre 22 dans le cadre de l'examen du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ce qui a fait tout de suite réagir le nouveau député et ancien sportif David Douillet. Hélène Mangiardi a assisté à la séance. Pour défendre les avantages des sportifs de haut niveau, c'est l'un d'entre eux qui s'est exprimé cet après-midi dans l'hémicycle. Quand on